Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série du tutoriel qui sera consacrée à l'utilisation du moteur de jeu RenPy, qui est ici. Les premières vidéos vont prendre pour base le quick start de la documentation de RenPy, puis nous continuerons avec la création d'un projet from scratch en se focalisant à chaque vidéo sur une feature en particulier. Alors, RenPy déjà, qu'est-ce que c'est ? RenPy, c'est tout simplement un moteur de jeu qui va vous permettre de créer aisément des visual novels ou romans graphiques en français. Donc vous pouvez vous y rendre à l'adresse suivante, www.renpy.org, ici. Et comme je vous disais, on va commencer en utilisant dans la documentation ce qu'ils appellent le Getting Start et le Quick Start. Donc on va se baser là-dessus. Donc premier point, il va falloir installer le moteur. Ça, je vous laisse lire les premiers encarts. C'est très simple, hein. C'est juste selon votre système d'exploitation, un exe ou un DMG si vous êtes sur macOS ou un deb si vous êtes sur Ubuntu. Vous le lancez, vous l'installez, il n'y a pas de difficulté majeure. Juste pour macOS, ceux qui cherchent, vous avez un brew, une formule brew disponible directement. Donc après qu'on l'a installé, on va lancer ce qu'on appelle le launcher et on va faire nos premiers pas avec. Le launcher que voilà. Donc à l'origine, vous aurez vous seulement tutoriel et la question. Moi, j'ai déjà créé, j'ai déjà scaffoldé un premier projet. Vous allez commencer par créer votre projet. Donc vous allez créer votre projet. Donc là, il nous dit, vous allez créer votre projet en French parce que c'est la langue du launcher que j'avais choisie. Vous pouvez choisir la langue du launcher ici. Donc vous lancez, vous créez votre projet, vous lui donnez votre nom, vous lui donnez la taille de l'écran. Alors la taille de l'écran, par défaut, c'est 1280 par 720. C'est pas anodin, puisqu'on verra que dans roman graphique, il y a graphique, ce qui veut dire qu'il va falloir, au fur et à mesure du temps, qu'on manipule des images avec des logiciels type GIMP, Photoshop ou Pixelmator Pro sur Mac. Donc il va falloir les adapter en taille, etc. Donc connaître la résolution de vos images est importante. Donc là, comme on est sur un tuto, on va rester sur celle fournie par défaut. Puis on va sélectionner les couleurs de surbrillance et d'arrière-plan. Donc ça, c'est pour le visuel, en tout cas des premiers menus. C'est pareil, ne vous embêtez pas à choisir, choisissez celle que vous voulez, mais de toute façon, c'est pas un choix définitif puisque vous pourrez les modifier dans le code. Donc après, vous continuez. Bon, là, il va effectivement me créer un nouveau projet. Il est fortement probable que la création du premier projet, il vous demande où mettre les projets par défaut. Donc vous irez dans votre arborescence et vous lui direz de mettre votre projet en question, à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, on a notre premier projet. Alors, moi je vais effacer celui-là puisque il n'a pas lieu d'être. Tac. Je fais ça sur mon autre écran, bien évidemment. Je l'efface. Et nous, on va rester sur Quick Start. On va déjà aller voir ce que ça donne dans un éditeur de texte. Donc vous avez le folder Quick Start. À l'intérieur, vous avez un folder qui s'appelle Game, tout un ensemble de folders, donc audio, cache, GUI, images, saves, ETL, et des petits fichiers. Des petits fichiers avec une extension particulière qui sont RPY et RPYC. Alors si vous ouvrez un fichier RPY, par exemple celui qui est là, script, qui ne ressemble pas à celui-là, vous devez avoir des commentaires, vous devez avoir plein de choses, mais on va partir d'un script vierge. Donc c'est lisible pour un humain, comme vous le voyez. Par contre, si on essaye les RPYC, on se rend compte qu'on ne peut pas les lire du tout. On a ça. Alors en fait, le C, donc RPY, bien évidemment, c'est RenPy, c'est l'extension des fichiers pour le moteur RenPy, et RPYC, c'est RenPy Compiled, c'est-à-dire que le moteur
va prendre tous vos fichiers RPY, tout votre jeu, et il va le compiler pour le rendre plus petit et plus efficace. Donc ces fichiers, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous en débarrasser, comme ceci. Paf. Et si je lance par exemple Quick Start, où il y a pour l'instant rien, alors j'ai peut-être pas... Je vais mettre une première ligne par exemple. Une première ligne, histoire qu'il nous dise quelque chose. On va faire le Quick Start, on lance le projet. Une première ligne. Bon, fin du jeu, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne, ce qui est un peu court. Et si on retourne à notre éditeur de texte, pouf, elles sont réapparues, ces fameux petits fichiers. Donc, ça c'est pour la présentation un petit peu de l'architecture, mais vous allez voir que cette architecture, cette hiérarchie de dossiers, elle est, jusqu'à un certain point, elle est très souple, et vous allez voir pourquoi. Donc, on va partir sur le fichier principal, qui est le script.rpy, que je vous invite à ouvrir. Je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire enlever tout ce qui est noté, pour commencer sur une page vierge, entre guillemets. Première chose, on a premier mot, clé, qui est le label, avec un nom qui est start. Ceci est un mot réservé, un label réservé, dans le sens où c'est le point d'entrée de votre jeu, de votre programme. Si vous connaissez d'autres langages de programmation, par exemple le C, ça serait votre int main. Donc c'est votre point d'entrée. Donc vous ne pouvez pas avoir deux starts dans votre... De toute façon, les labels sont uniques, mais celui-là, il est réservé. Donc, on commence ici, et le fichier va être lu de haut en bas. Donc il commence par start, il fait la première ligne, s'il y a une deuxième ligne, il fait la deuxième, etc., etc., etc. Donc ça c'est un label. À l'intérieur de votre label, nous avons ce qu'on appelle, cette première ligne, c'est ce qu'on appelle un say statement, c'est-à-dire un statement de ce qui va être dit. Après, si on veut, on peut par exemple rajouter à ce say statement une information qui va être le nom de celui qui parle. Donc entre cote, ou double cote d'ailleurs, et si on lance le jeu, vous allez voir que un nom est apparu. Et on pourrait tout à fait faire ça à l'envie, en changeant... Ah, décidément. On va indenter tout ça. Et defull bis, et defull ter. Pour revenir à defull après. Je vais recharger, je fais reload. Alors pour un reload, on va faire un shift R sur votre clavier. Et vous allez voir que, hop, on a plein de defull. Bon, c'est cool, mais c'est marrant 5 minutes, mais il y a quand même plus simple pour définir le narrateur, la personne qui parle à ce moment-là. On va définir des personnages. Alors pour ce faire, on va le faire de façon programmatique. On va définir une variable. On va aller en haut du script et on va utiliser le mot-clé define suivi du nom de la variable que nous allons déclarer. Donc là, on va l'appeler la variable d et on va appeler une fonction propre à RenPy, fonction qui ressemble beaucoup à un constructeur de classe, hein, enfin beaucoup à une classe, la classe caractère, qui est propre au moteur, c'est pas moi qui l'ai codé, et là on va l'appeler deffull. Deffull, et deffull, on va rajouter un paramètre qui va être la couleur. Et la couleur, on va dire qu'il va avoir le droit à un beau rouge. Ok. Donc là on a défini un caractère, un personnage donc. On va maintenant l'appeler. Et pour l'appeler, on va basiquement appeler en face du say statement, on va l'affecter. Donc là, un petit shifter pour être sûr que ça a bien reloadé, on fait une nouvelle partie, et là, hop, on a un defull
qui est bien rouge. Alors bon, je l'ai écrit plusieurs fois, j'ai cliqué plusieurs fois, on ne l'a pas vu, mais j'ai bien fait défiler mon texte. On recommence, def one, 2 lignes, 3 lignes, ok, donc on est bon. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus précise sur ce mot-clé, define. Alors, je vais vous le faire maintenant. On a un autre mot-clé pour définir des variables, qui va être le default. Et on va l'appeler G, par exemple. Et on va dire que c'est un autre personnage qui s'appelle Gaston. Gaston. Et Gaston, on va l'appeler. Et je suis Gaston. Déjà, première chose, si vous voyez bien, j'ai pas indiqué de couleur. Il aura une couleur par défaut, qui est une sorte de bleu. Deuxième point, on a quand même deux mots-clés différents. Est-ce que ça va marcher de la même façon? La réponse est default, paf, Gaston. Oui, ça marche de la même façon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que define et default seront la qualité de la variable. Define va définir une constante. Dans le langage de programmation, on appellerait ça une constante, c'est-à-dire une variable qui ne peut pas varier. Et default va être une variable qui peut changer dans le temps. Donc ça, c'est les premiers points. Qui plus est, il y a aussi une idée de scope. Define et default sont des variables, des variables dites globales. C'est-à-dire qu'on peut les appeler n'importe où, dans n'importe quel script, dans le jeu. On peut aussi les appeler dans des fonctions. Comme vous avez vu, pour l'instant, ce que j'écris, ce n'est pas du Python. C'est vraiment le langage qui est propre à RenPy. Malgré tout, dans RenPy, on peut écrire du Python. On peut, par exemple, écrire un init Python pour dire, ben voilà, le bloc qui va suivre, ça va être du Python. Et on va définir une variable qu'on va appeler machin, et machin va faire un print, par exemple. Print machin. Mais imaginons que j'ai besoin de cette variable globale à l'intérieur de ma fonction. À ce moment-là, j'utiliserai un mot-clé global et j'appellerai ma fonction global e. Et désormais, ce e, cette variable e, est disponible à l'intérieur de ma fonction. On reviendra sur ça un petit peu plus tard, puisque pour l'instant, comme je vous disais, on ne fait que découvrir le moteur en question. On verra pour les interactions avec Python un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un premier point. On peut aussi, tout à fait, dans un label, définir une variable. Par exemple, pour la définir, on va utiliser le $, un espace, le nom de la variable que je veux. On va dire, par exemple, machin. Machin bidule. J'aime bien machin bidule. Et on va dire à Gaston. Alors on va faire dire à Gaston, j'ai besoin d'un, et là, on va appeler notre variable à l'intérieur. Pour appeler notre variable, on va simplement les mettre entre crochets. Alors, petit test. J'aime bien tester systématiquement ce que je fais. Donc je suis Gaston, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai pas rechargé, donc il s'est rien passé. Donc je suis Gaston, et j'ai besoin d'un machin bidule. Donc là, cette variable-là, toutefois, elle est locale. Elle ne sortira pas de ce label. Donc on verra, il y a une idée de scope différente entre ces variables globales et ces variables locales propres à un label. Donc ça c'est le premier point, la petite aparté sur les variables, leur portée et leur définition. Maintenant, on va s'occuper de ce qui est important dans le roman graphique. Il y a du texte, mais il y a aussi du graphique. Et pour ce faire, on va utiliser déjà un premier mot-clé qui s'appelle scene. Alors ce mot-clé est à rapprocher d'un autre mot-clé pour montrer des images qui est show.
Les deux montrent des images, mais ne les montrent pas de la même façon. Une scène va montrer une image, mais va éjecter toutes les images préalablement appelées avant elle. Elle fait table rase du passé, et elle affiche une nouvelle image. Tandis qu'un show va montrer une image, mais en surimpression des images précédentes. RenPy fonctionne sur un système de layers, c'est-à-dire que vous allez avoir des empilements d'images, comme des layers dans un logiciel de photomontage style GIMP ou Photoshop, et vous allez empiler les images les unes sur les autres pour constituer votre image définitive, entre guillemets. Donc, Scene nettoie tout et montre l'image, Show montre image par-dessus. Alors on va commencer avec Scene. Là, ça va être intéressant puisque on va arriver sur une fonctionnalité du moteur RenPy qui est extrêmement importante à comprendre et surtout à utiliser. Je m'explique. Donc, on va montrer des images. Là, dans mon dossier images, qui est un dossier créé par le moteur en lui-même, donc il ne faut pas y toucher, j'ai à l'intérieur fait une première hiérarchie de dossiers. À l'intérieur, je vais avoir un dossier BG, background, avec une image à l'intérieur, et à la racine d'image, je vais avoir un fichier qui s'appelle sakiapi.png. Alors, premier point, dans le nommage, si vous regardez bien, en Python, on aurait tendance à vouloir mettre un snake case, c'est-à-dire un underscore entre BG et bedroom. RenPy, je vous déconseille de le faire. Enfin, vous pouvez le faire bien évidemment, mais si vous le faites, vous perdez une partie de l'intérêt de RenPy. Enfin, du moteur et de ce que vous permet le moteur. Je vous explique. Il y a une convention de nommage qui dit que les images ont systématiquement un tag, puis des attributs. Ici, le tag classique pour un background, c'est BG. D'accord ? Le tag classique pour un personnage, ça va être le nom du personnage. Et après, ses attributs. Ces attributs, ça va être les qualificatifs qu'on peut lui donner. En l'occurrence, là, on a une Saki API. Très bien. Alors, vous allez voir que c'est intéressant. Là, je dis, basiquement, la scene, qu'est-ce que je veux montrer ? Je veux montrer BG, bedroom. Seulement. Je ne lui donne pas plus d'informations que ça. D'accord ? On va voir si ça marche. Je reload. Alors, reload. Nouvelle partie. Hop. Et j'ai un background qui apparaît. D'accord ? Maintenant, on retourne dans ma hiérarchisation. Et mettons que mon background, je le remette à la racine de l'image. Donc vous voyez, là, on est bien à la racine de l'image. Je ne change pas mon code. Et je relance mon projet. Mon image apparaît malgré tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est intéressant et c'est une des grandes fonctionnalités super intéressantes de RenPy. RenPy va regarder dans le dossier image pour chercher l'image qui correspond à ce nom-là. D'accord ? Où que soit l'image, quelle que soit la hiérarchisation structurelle de votre fichier, enfin de votre dossier image, il la retrouvera si elle a le nom correct. Donc là, si je la remets dans BG, très bien. Donc elle est revenue dans background. Et si je relance, je la retrouverai. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, mettons que je veuille montrer Saki API. Alors vous allez voir, il va y avoir un petit souci, mais c'est aussi pour vous montrer quelque chose. Oh, ça reload, et donc là on a bien notre Saki, hein, mais elle est énorme. On voit que c'est cuisse. Ce qui n'est pas désagréable en soi, hein, soit dit en passant, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Mettons que, donc là on va montrer l'image, et Show a un frère maléfique qui va s'appeler Hide. Et là, on va dire que tu vas me hide Saki. J'ai pas besoin de préciser Saki API. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est son tag. Le tag est unique. Donc, quel que soit l'attribut qu'il y a derrière, je demande de cacher le tag en question. Je pourrais tout à fait écrire hide Saki API, hein, ça serait pareil. Mais c'est pas utile. Ça nous économise quelques frappes.
Donc, si on lance, elle est toujours énorme, mais à partir de entre la ligne 2 et la ligne 3, elle disparaît. Si je regarde mon code, entre la ligne 2 et la ligne 3, elle disparaît. Donc ça marche. Maintenant, on a un souci. Elle est beaucoup trop grosse. Enfin, trop grosse. Trop grande. Il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, et celle que je recommande, c'est de prendre votre image, de l'ouvrir dans un éditeur d'images GIMP ou consort, et de la mettre à la bonne taille. Ça va vous faciliter la vie, parce que vous pourrez rajouter des layers sur votre image, premier point. Ça économisera énormément de place, parce qu'entre une image qui va faire 400 de haut et une image qui fait actuellement, la mienne doit faire 100 les 5000, la taille de l'image, elle est pas pareille. Je sais pas si on peut voir... Non, j'ai pas l'info. Mais elle doit faire 1 méga, 1 méga et demi. Alors qu'une image de 400 pixels, elle va faire quelques dizaines, peut-être une centaine de kilooctets grand maximum. Et surtout, ça vous permet d'éviter ce que je vais faire maintenant. Donc imaginons, vous avez votre image, mais vous voulez, malgré tout, la garder avec la résolution de 5000 telle que vous l'avez. Donc là, on va utiliser un nouveau mot-clé qui est image. On va l'appeler Sakiapi aussi. Et on va dire que ça va être une image, point qu'on va scale. Là, il va falloir que je lui dise l'image où elle se trouve. Donc, c'est images sakiapi.png. PNG donc. Et là, je vais lui donner la taille. On va dire que donc c'était 1280 sur 720, donc on va dire, je sais pas moi, 700 sur 720, ça sera très bien. Donc là, j'ai redéfini l'image Sakiapi, je lui ai donné son path et je lui ai donné sa nouvelle taille. Voyons voir si ça marche. Donc Shift R pour reload, nouvelle partie, et effectivement, elle a, alors c'est pas une taille correcte, mais elle a une taille acceptable, en tout cas visible en entier. Et hop, elle disparaît comme prévu. Alors, c'est intéressant. Ça vous permettra parfois de vous sortir de certaines situations. Malgré tout, vous perdez tout l'intérêt des conventions de nommage et de ces raccourcis qui sont là. Donc moi, je vous conseille plutôt de modifier vos images, parce que dans tous les cas de figure, vous serez obligé de les modifier si vous voulez les personnaliser quoi aux caisses. Donnez-leur la bonne taille, mettez-les dans les dossiers, la structure de dossier que vous voulez, mais ça vous obligera à définir chacune de vos images. Qui plus est, là, comme vous le voyez, je suis obligé de mettre mon path. Un path absolu en partant d'image, enfin images. Ce qui veut dire que si pour X ou Y raison, pendant le développement de votre jeu, vous dites « Ah tiens, ma structure d'image, elle n'est pas terrible, vous aviez une structure, mettons, chronologique, de semaine en semaine, et qu'après vous voulez faire une structure d'image par étape ou par quête, il faudra modifier à la main chacun de ces paths. Et ça peut être extrêmement pénible, d'autant que si vous avez, comme moi, si vous êtes plutôt fanat des structures un petit peu complexes, là, on est sur une structure simple, image, mais ça peut être 2, 3, 4, enfin une profondeur de 4 ou de 5 dossiers pour arriver jusqu'à votre image. Donc si à chaque fois, il faut vous fader la modification du pass, c'est extrêmement pénible au bout d'un moment. Donc, astreignez-vous à utiliser ce que vous propose le moteur, c'est-à-dire, tout simplement, la convention de nommage et faites en sorte que vos images aient la taille correcte pour votre projet. En plus, ça vous économisera énormément de place. En ce qui concerne les images, petite subtilité, les images, les scenes, donc les backgrounds, peuvent être en JPEG, enfin JPG, en JPEG, en PNG ou en WebP. Donc c'est quatre possibilités d'extension pour les scènes. Les shows, c'est différent. Les shows, vous n'avez le choix qu'avec le PNG et le WebP.
vous ne pouvez pas mettre de JPEG, de GIF ou autre format. Donc ça, c'était pour la présentation des premières images. On va s'arrêter là parce que c'est déjà une vidéo assez conséquente pour finalement une simple présentation. La prochaine fois, on verra un petit peu rajouter quelques transitions entre nos images parce que là, elles sont malgré tout assez abruptes. C'est-à-dire qu'on fait la partie, pouf, ça arrive, pouf, elle disparaît. C'est pas forcément très smooth, très fluide. On verra justement la prochaine fois que Ren'Py nous propose tout un ensemble d'outils et de fonctionnalités déjà sortis de la boîte qui nous permettent d'avoir un rendu un petit peu plus sympathique. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas tout simplement à lire la doc, parce que ça peut être intéressant. Lisez la doc, faites des essais, faites des tests, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.